Bonjour mes déçus co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse, au Forum de Toulouse, hein, c'est ça? Absolument, le Forum de Toulouse sur la nouvelle économie. Et vous étiez un des, ce matin, le premier conférencier, donc je suis ravie de vous avoir en interview pour pouvoir partager toute cette information-là avec tous les internautes, le plus de personnes possible, parce que ce monde est en train de changer, ce monde est en train de bouger, et des fois on passe par des petits burn-out, n'est-ce pas? On passe par des moments difficiles. Je sais qu'à 30 ans, il vous est arrivé un souci au niveau de la boîte crânienne, où il y a une tumeur. Ah oui, on se tutoie ou on se voit? Ah, je sais pas. On co-crée? On co-crée, on va se tutoyer. On se tutoyait. Et oui, c'était il y a pas mal de temps déjà, c'était en 94, j'étais jeune dirigeant d'entreprise avec beaucoup d'ambition et d'énergie, et effectivement j'ai connu en 94 un burn-out assez puissant qui m'a amené à l'hôpital avec une tumeur importante dans la boîte crânienne et avec un diagnostic médical qui était quand même très incertain à l'époque, puisqu'on m'a retiré la tumeur, mais on m'a retiré également l'hypophyse ou la glande pituitaire, que certains connaissent, qui est un centre vital du corps humain qui contrôle tout le système endocrinien. Et quand j'ai quitté l'hôpital, le médecin m'a dit « La bonne nouvelle, c'est que tu es en vie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on t'a retiré et la tumeur et l'hypophyse et qu'on ne peut pas vivre sans hypophyse. Donc pour le restant de tes jours, tu risques d'avoir quelques petits problèmes. La première chose, c'est que tu seras probablement dépressif pour le restant de tes jours, comme une femme qui fait un baby blues. Ton espérance de vie sera réduite d'une 15aine d'années, m'a dit le médecin. Tu ne pourras plus avoir d'enfants. Et puis tu devras vivre sous médication. Certains prennent 3 fois par jour sous forme d'injection. Si tu ne le fais pas, tu seras dans le coma dans les 48 heures. Ça, c'était ma feuille de route au mois de septembre 94. Alors forcément, il y a plusieurs manières de réagir. Il y a la manière plus traditionnelle, mais tu n'as pas choisi cette façon. Tu as été explorer pas mal de choses, hein. C'est extraordinaire. Comment tu es arrivé à quelque part vouloir comprendre comment cet univers fonctionne, décider de se guérir de manière différente? Ah, écoute, je m'y suis pris par plusieurs axes. La première chose, c'est que je n'étais pas détruit par le diagnostic, parce que j'avais compris une chose extrêmement importante, c'est que la médecine, pour laquelle j'ai plein de gratitude, elle m'a sauvé la vie, c'est pas une science exacte, c'est un art. C'est tout à fait vrai. Tu vas entendu ça en conférence, ouais, c'est assez épatant, c'est la première fois que j'entends ça. Science, art, oui. C'est un art, ça veut dire que le diagnostic n'est jamais définitif, première chose. Et puis la deuxième chose, aujourd'hui c'est monnaie courante, surtout sur la télé Lilou, c'est qu'il y a un lien entre ton esprit et ton corps. Et le médecin à l'époque m'avait dit, ton état psychique a une influence sur ton état chimique. En clair, tes pensées, tes émotions impactent ton système immunitaire, ton système cellulaire. Et il m'a dit, tu prends du stress traditionnel qu'on a tous simplement pour faire avancer les choses, tu mets dessus des émotions très négatives, rancœur, amertume, colère, et il me dit, tu t'injectes à toi-même le poison, ça tue plus que l'alcool et le tabac. Or, j'avais compris que c'est ce que j'avais fait les 12 mois précédents. Et donc, en quittant l'hôpital, je me suis dit, si j'étais capable de presque me tuer par une mégestion de mes émotions, peut-être je suis capable d'aller plus loin que ce que dit la science en changeant mon mode de vie. Et donc, j'ai changé mon mode de vie. La première chose, c'est que je me suis remis à faire beaucoup de sport, ce qu'on appelle du cardiovasculaire, de la course à pied, du vélo, de la natation et beaucoup de courses en haute montagne. Je suis monté très souvent, soit dans l'Himalaya ou dans les Alpes ou dans les Andes. J'adore ça. Et il se passe une chose, c'est que quand tu fais du cardio, comme ça, en fait, tu allumes dans ton cerveau l'hormone du bonheur. Et petit à petit, ça m'a amené dans une autre dimension. Comment on s'ouvre à cette autre dimension? Parce que des fois, on est obligé de passer, il semble, par la case souffrance. Alors, il y a une chose, je me suis remis à faire beaucoup de sport. Je me suis mis à manger très différemment, sans lire aucun traité de diététique, simplement en écoutant mon corps. Et puis, il y a un livre pour moi qui a été fondateur, que tu connais très certainement, qui est Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle, que j'ai lu, je pense, sur mon lit d'hôpital. Et c'était une révélation parce qu'Eckhart Tolle disait « Nous, occidentaux, on vit toujours avec l'angoisse du futur et l'amertume du passé. On a un polluant mental qui soupèse, qui analyse, qui juge, qui est une tempête permanente. Mais il dit « Rien ne s'est jamais passé dans le futur ni dans le passé. Tout s'est toujours passé au moment présent et on n'y est pas. » Et ça, pour moi, ça a été un déclic. Et donc, ce que j'ai voulu faire également, c'est apprendre à maîtriser mes pensées et mes émotions. Et donc, depuis plus de 20 ans, je pratique la pleine conscience et la méditation 40 minutes par jour. Et ça, cette approche-là,
a fait que j'ai jamais été dépressif, que j'ai encore eu deux enfants, deux solides gaillards. Et de façon beaucoup plus interpellante pour la médecine, c'est que j'ai réussi à me défaire de tous les médicaments. Et donc ça reste un point d'interrogation. Je vis sans hypophyse et sans médication. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux plus faire, que tu ne souhaites plus faire, que tu ne souhaites plus avoir, qui fait partie pour toi de cet ancien monde, de cette ancienne manière de fonctionner, que tu essayes d'éviter? Ou comment en fait tu vis ce quotidien? Une hygiène de vie est d'être beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré. J'essaie de travailler tout le temps la cohérence entre mes 4 corps. Mon corps physique, le temple de l'âme. Le corps mental, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pensées, il y a simplement des énergies qu'il génère. Suivant que tu décides de mettre ta pensée sur quelque chose de constructif ou sur quelque chose qui alourdit. Et les pensées génèrent les émotions. Donc si tu contrôles ton corps physique, ton corps mental, tu vas apprendre à maîtriser ton corps émotionnel, qui est d'une puissance colossale. Ce sont des décharges électriques, puis après ce sont des ondes que tu émets. Et quand tu alignes les trois, survient tout naturellement le corps spirituel, ce n'est pas la religion. C'est les valeurs, le sens, ce qui te fait lever le matin. Donc c'est vraiment ce que j'essaye de faire au quotidien, au travers de différentes pratiques. C'est intéressant parce que je ne sais pas si vous aviez vu l'interview que j'ai fait avec Frédéric Leloup en Belgique. Donc il a suivi tes formations aussi. Vous avez une même façon de penser par rapport à la spiritualité et le business. Absolument, mais Frédéric a fait son chemin et le fait très bien. Il est venu également se former chez moi et on a cette même envie de ramener la spiritualité, pas du tout la religion, mais la spiritualité dans la matérialité, de redonner un sens au monde des affaires. Et tu redonnes un sens, tu réallumes le feu. Qu'est-ce qui est au cœur, en fait, qu'est-ce qu'il devrait y avoir au cœur de nos vies, au cœur des entreprises, au cœur de... Ma doctrine, c'est pas le bon mot. Ma croyance, c'est que la raison d'être d'une entreprise, c'est pas la maximisation du profit, ça c'est la conséquence de ce que tu fais. Une entreprise, c'est avant toute chose une aventure humaine. Et que la raison d'être, c'est la création de valeurs partagées pour toutes les parties prenantes. Si tu trouves un équilibre entre les attentes de l'actionnaire, mais surtout le patrimoine humain de l'entreprise, les employés qui viennent s'investir, la place que l'entreprise a dans la collectivité, dans la communauté, et que tu mets un sens, tu libères les forces complètement. Tu libères les forces et fondamentalement, le problème, c'est qu'on en a déifié l'outil, qui est la finance, et on a oublié la finalité. Oui, puis il y a l'ego qui s'y mêle aussi. L'ego qui s'y met, bien sûr, ça c'est un énorme problème. Moi j'accompagne beaucoup les gens dans un processus qu'on a appelé leadership inspiré, inspirant. Je pense qu'un des plus gros problèmes de notre monde est un problème de leadership, c'est lié à l'ego. On a beaucoup de gens au pouvoir et pas assez de gens au service. On a beaucoup de patrons qui agissent beaucoup pour leur intérêt personnel et pas assez pour l'intérêt collectif. C'est pour ça qu'on dit que de plus en plus le management de demain sera féminin. Ce n'est pas une question de parité, c'est simplement une question d'énergie. L'ancien paradigme était dans la compétition, dans le pouvoir et la domination sont des énergies très masculines. Le nouveau paradigme qui doit émerger dans les entreprises, c'est passer de l'art de la compétition à l'art de la coopération. C'est cette capacité à s'investir pour le long terme et à prendre le groupe. Et ça, c'est des énergies beaucoup plus féminines. C'est ce que j'appelle un leadership inspiré et inspirant. Quels sont les autres, peut-être pas par règle de ce nouveau paradigme, mais les autres éléments qui sont très importants pour que notre société évolue, pour que les entreprises s'ouvrent, pour que les êtres humains se sentent bien, sentent créatifs, épanouis? Alors la première chose, c'est retrouver le sens. Comme je t'ai dit, quand je rentre dans une entreprise, très souvent, je pose la question vision, mission, valeur. Je dis oui, on a ça, on a une mission, on veut être les meilleurs du monde dans notre secteur d'activité. Non, je dis ça, c'est pas... une vision, c'est de savoir qu'est-ce qui manquerait à la société au sens large si l'entreprise n'était pas là. C'est pas vouloir être le meilleur du monde, c'est vouloir être le meilleur pour le monde, au travers de ce que je fais. Donc extrêmement important, pourquoi l'entreprise existe, quels sont les produits qu'elle entend commercialiser pour tendre vers cette vision, et probablement la chose la plus importante, ce sont les valeurs, c'est l'ADN, la façon dont elle interagit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour changer le monde de l'entreprise, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est d'avoir un autre type de leadership à la tête, des gens au service plutôt qu'au pouvoir. Laisser monter l'énergie féminine, passer de l'art de la compétition à l'art de la coopération. Les défis auxquels on fait face sont tellement grands que personne ne réussit seul. Et le troisième élément des entreprises de demain, du nouveau paradigme, c'est changer les mesureurs de performance. Le mesureur financier, c'est juste hygiénique.
Il faut prendre en considération la création ou la distraction de valeur pour toutes les parties prenantes. Pour le patrimoine humain de l'entreprise, quand tu prends une décision, pour la collectivité. Ça veut dire quoi, ça, en d'autres termes, moins économique ou moins commercial, pour bien qu'on comprenne? Si tu achètes aujourd'hui ton hamburger 1 euro, il coûte beaucoup plus cher à la collectivité que 1 euro. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour pouvoir vendre un hamburger 1 euro, on va élever de façon intensive des vaches dans des enclos où ils ne verront jamais l'herbe. On va défricher en Amazonie pour planter du soja, pour apporter ce soja à ces vaches. Et donc tu vas pomper un maximum d'eau également. Tout ça pour qu'en bout de ligne, un consommateur lambda puisse payer 1 euro, quelque chose qui coûte beaucoup plus cher à la collectivité. Si demain, les grandes marques de fast-food recevaient une facture de la nature en leur disant « Eh bien, le hamburger que tu as vendu là, moi comme fournisseur, nature, voilà ce que ça coûte véritablement », ça changerait la face du monde. Et c'est en train d'arriver. Parce que de plus en plus d'entreprises s'en rendent compte, elles commencent à changer les mesures en disant « Ok, il y a un prix économique, mais quel est le prix pour la collectivité ?» C'est ce qu'on appelle les externalités. Ça coûte combien à la collectivité, ça coûte combien à l'environnement, le hamburger que je vends 1 euro. C'est ça, changer les mesureurs. C'est en train d'arriver. Ça part d'un mesureur macroéconomique qu'on appelle le produit intérieur brut, qui est complètement fou. Plus il y a de cancer, plus le produit intérieur brut augmente. Pourquoi ? Parce que plus il y a de cancer, plus on va vendre des médicaments. Et le produit intérieur brut ne calcule qu'une seule chose, c'est le chiffre d'affaires et le développement du commerce. Pas le coût pour la société. Alors, en tant que consommateur, nous, on sait qu'on a un rôle à jouer et qu'il y a des produits à acheter où il y a des choses à soutenir et pas à soutenir. Donc, c'est chouette cette histoire d'hamburger, là, parce qu'on le comprend concrètement dans nos vies, qu'en effet, tous les jours, c'est un choix et que le choix de manger cet hamburger n'est même pas seulement quelque chose de nutritif, qui n'est pas seulement peut-être moins équilibré pour notre santé, mais qui en plus pénalise vraiment la planète. Il faut qu'on s'en rende compte. C'est des images fortes comme ça, ou c'est des conversations comme celle-ci, je trouve, qui nous permettent après d'être un peu plus conscients en tant que consommateurs. Tout à fait. Et le travail que tu fais de conscience est extrêmement important parce que la clé, elle est là. C'est un saut de conscience. Tout existe. Nous avons la capacité de tout changer, de tout améliorer, d'aller vers un monde beaucoup plus pérenne. Mais ça passe par un saut de conscience. C'est se désenclaver de fausses croyances. Oui. Et de faux dogmes. Et il y a un dogme économique qui nous explique, je sors d'une école de commerce où on m'a appris que la raison d'être d'une entreprise, c'était la maximisation du profit. C'est pas vrai, ça ne peut plus être vrai. Parce que si tu ne fais que ça, tu crées des effets négatifs pour la collectivité, pour tes enfants, pour les futures générations. Tu dois intégrer le tout. Et quels sont les autres dogmes ? Parce que tu en as mentionné plusieurs justement dans cette conférence. Moi, je dis... Il y a d'autres comme ça qui font réfléchir. C'est vrai, on est avec ça finalement. On ne challenge pas forcément ces dogmes, mais ça nous limite notre existence. Hein. Ben écoute, tu as des dogmes et des fausses croyances dans tous les domaines. Dans le domaine religieux, moi je dis toujours, la pensée unique. Le fait que tu aies une appartenance religieuse, je respecte complètement, mais que tu dis, en dehors de ça, il n'y a pas de vérité. Et il y a malheureusement des centaines de millions de gens qui pratiquent ça. Ça t'amène à l'intégrisme. Se soumettre au dogme, se soumettre à la lettre sans comprendre l'esprit, c'est une aberration. Tu as fréquenté assez de mystiques, de chamans et autres pour savoir que c'est beaucoup plus large que ça. Le dogme scientifique, il existe. La science est très rarement exacte. Regarde ce qui se passe aujourd'hui avec la physique quantique, les ruptures que ça engendre. Donc le monde est en train d'évoluer. Ce qu'il faut, c'est une ouverture de conscience. Accepter que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Le contexte a changé et qu'un autre monde est possible. Mais si les gens avaient un niveau de conscience, je dis surtout nos dirigeants plus larges, je pense que les guerres s'arrêteraient instantanément et que le système économique devrait être beaucoup plus viable. Mais souvent, c'est un déclic, c'est un moment. Là, c'est passé pour toi par un burn-out et des fois, ça passe par la case, l'entreprise commence petit à petit à avoir de moins en moins de profit. Il y a des paniques, il y a des peurs, il y a des sociétés qui sont en redressement judiciaire tous les jours. Donc, et ça engendre des suicides, ça engendre des familles qui sont éclatées, des personnes qui perdent leur emploi. Il y a des conséquences, là. Et il y a une phrase qui dit que tu n'apprends pas par la sagesse, tu l'apprends par la douleur, très souvent malheureusement.
Et moi, je ne crois pas que tout le monde doive passer par là. Il y a l'émergence d'une conscience globale, et c'est aussi au niveau des générations. J'ai un petit peu plus de cheveux gris que toi, et je vois qu'à ta génération, les choses changent énormément. Et partout, quand je vais dans les entreprises, quand je parle aux actionnaires, ce sont les jeunes qui font bouger les choses. Il y a des gens avec la même couleur de cheveux qui comprennent, c'est ce que j'appelle les passeurs. Mais ceux qui sont derrière sont les bâtisseurs. C'est en train d'arriver. Concrètement, c'est en train d'arriver dans le monde entier, parce que tu voyages? Oui, écoute, moi je suis comme toi, je vais souvent aux États-Unis, je vais souvent en Asie, parcours à peu près l'Europe, partout. C'est en train d'arriver, mais alors les gens disent c'est où? D'abord, il y a des millions de révolutions silencieuses. Je pense que c'est en train d'arriver au travers de citoyens et d'entrepreneurs. Il ne faut pas avoir fait des grandes écoles, les citoyens deviennent entrepreneurs, n'attendent plus grand-chose du système en place, se mettent en route et co-créent au travers des systèmes Internet. Et la deuxième chose qui me rend enthousiaste, même si le passage est difficile, c'est que pour changer un système, tout le monde ne doit pas changer. Il y avait des études qui ont été faites au MIT aux États-Unis qui montraient que si tu veux changer une organisation, une population, un pays, tu dois avoir 3 à 5% de gens qui sont des maîtres, donc qui ont une vision forte, qui partagent cette vision, donc au-delà de leur intérêt personnel. Ces 3 à 5% vont générer 12 à 15% de chevaliers, c'est-à-dire des gens qui vont prendre cette vision, se la cheviller au corps et agir en conséquence. Et quand tu arrives aux alentours de 18-20% de la masse critique, tu as 60% du système qui bascule derrière. Et tu emmènes le système vers un nouveau paradigme. Pour moi, c'est ce qu'on est en train de vivre. J'aime beaucoup cette description, oui, ça me parle. C'est impressionnant que des États-Unis, je vois quand même qu'il y a tellement de recherches qui sont faites et il y a une ouverture, ça des fois on ne le voit pas trop en tant qu'Européen ou même Français ou Belge, qu'il y a plein de choses qui se passent outre-Atlantique et au-delà du développement technologique, il y a un développement humain qui se passe en Californie, principalement sur la côte californienne. Hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre et on a envie d'avoir parce que je sais que tu as passer du temps à regarder les travaux de Drunvalo Melchizedek, de d'autres chamans et d'autres personnes et d'autres enseignants à travers les États-Unis. Oui, parce que je pense qu'il faut relier science et conscience. Et donc, moi, je suis un dubitatif enthousiaste. Et ce que j'ai appris à Palo Alto, justement, quand j'ai été faire ces voyages d'études dans ces entreprises qui changent le monde. Au cœur de la Silicon Valley. La Silicon Valley. J'ai été visiter un jour une entreprise que tu connais peut-être, qui s'appelle IDEO, qui est une des entreprises les plus créatives aux États-Unis. C'est eux qui ont inventé la souris du Mac. Donc, ils ont des processus de créativité absolument incroyables. Et ce qu'ils m'ont dit, et la première chose quand tu arrives dans cette entreprise, ils disent c'est pas grave de se tromper. Hein, ce qu'on n'a pas vraiment intégré de ce côté-ci de l'Atlantique. Et la deuxième chose, ils m'ont dit, il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Fais-le, avance, explore. À la Steve Jobs. Hein. Absolument, explore. Et donc, c'est la force de Steve Jobs. Quand tu lis sa vie, il a fait quoi? Il a connecté des silos. Il était fasciné par le design et l'architecture, une quête spirituelle permanente, et il voulait créer des outils électroniques qui changent le monde. La force de Steve Jobs, c'est d'avoir connecté les silos et de ne jamais avoir regardé un ordinateur avec les yeux d'un informaticien, mais avec les yeux d'un utilisateur final. Ça, tu le trouves effectivement en Californie, à Palo Alto, mais ce qu'il y a de génial, c'est que les gens pensaient les Américains non, parce que quand tu es à Stanford, quand tu es dans les universités, quand tu es chez Google, tu te rends compte qu'il y a énormément d'Européens qui sont là. Simplement, la force qu'ils ont, c'est de créer un vacuum, de créer un contexte qui est propice à la créativité. C'est essayez beaucoup, trompez-vous vite, chutez 7 fois, se relever 8. Mais il y a ce côté persévérant et à un moment de temps, on ne sait plus, parce que des fois, on persévère dans une direction et en même temps, il faut reconnaître ou changer de parcours ou se remettre en question. Donc, quelle est la bonne mesure entre ce côté persévérant pour pas que ça devienne obsessionnel et que ça nous retire notre créativité ou voire même ça peut nous amener à faire un parcours qui peut-être ne nous corresponde pas ou où il n'y a pas notre plein potentiel peut se développer finalement. La première chose, je pense qu'il faut toujours chercher à suivre son intuition profonde, son intelligence intérieure. En anglais, on dit gut feeling. Il y a quelque chose en toi qui sait, qui sent, qui n'est pas de l'ordre du mental. C'est quand tu reconnectes à qui tu es. Mais il faut pouvoir être aligné là-dessus. Après ça, je dis essayez beaucoup, trompez-vous vite. C'est le principe d'avoir 100 idées pour sortir 3 projets et un succès. Trompez-vous vite. Faites pas 3 fois la même erreur. Apprenez de vos erreurs.
Et puis tu sais, ces gut feeling, ça va ce sentiment profond, cette vision que tu as pour toi-même de ce qui est bon, de ce qui est cohérent, c'est le phare que tu poses sur l'horizon. Et puis tu te dis, moi je vais prendre cette destination-là. Je vais embarquer sur un voilier pour aller vers ce phare. Mais en mer, tu vas trouver des marées contraires, des vents contraires, ce qui va t'amener à devoir tirer des bords au nord, au sud, à t'éloigner du phare. Mais tu ne perdras jamais de vue le phare vers lequel tu vas. Ça, c'est la chose la plus importante. Et la chose la plus importante pour un dirigeant, pour avoir l'équipe qui lui est quelque part nécessaire pour faire que la vision se mette concrètement en place, puisqu'on ne peut pas le faire seul. Hein. Maintenant, tu le disais en conférence, il faut être tous ensemble. Il faut le faire à plusieurs. Quelle est cette nouvelle vision justement de ce travail en équipe ou de ce recrutement pour un chef d'entreprise? Qu'est-ce qu'il doit chercher? Qu'est-ce qu'on doit chercher avant tout dans l'équipe? Il y a plusieurs choses dans ta question. Le profil, pour moi, idéal du monde qui vient en tant que dirigeant, c'est ce que j'appelle les dirigeants inspirés et inspirants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que d'être inspiré? Je pense qu'être inspiré, c'est pouvoir répondre aux questions existentielles. Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Qu'est-ce qui donne un sens à mon existence? Quelles sont les valeurs profondes auxquelles je ne veux pas déroger? Ça paraît tarte à la crème, mais c'est une question qui a 2000 ans et auquel beaucoup de gens ne savent pas répondre. C'est le connais-toi toi-même de Socrate. Donc, pour être inspiré, la première chose, c'est avoir la connaissance de soi-même et aussi avoir une compréhension plus holistique du monde. Savoir qu'on vit dans un monde qui est interconnecté, que les actes que tu poses, des pensées que tu émets, ont une influence sur le monde et ça te revient. Si tu veux être inspiré, connais-toi toi-même et connais le monde. C'est une première chose. Après ça, il faut devenir inspirant comme dirigeant au quotidien, dans les gens dont tu as la responsabilité. Ce que j'ai pu observer sur tous les continents, pour être inspirant, la première des choses, c'est la notion de courage. Si tu as le courage de reconnecter à tes valeurs profondes en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'individu, en tant qu'homo sapiens, il faut oser les vivre en tant qu'homo economicus. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'on vit dans un modèle économique où très souvent, les valeurs que tu veux transmettre à tes enfants sont très différentes que les valeurs que le système économique t'impose de vivre. Il faut du courage. Et si tu as des responsabilités comme dirigeant, il faut du courage parce que parfois, tu dois prendre des décisions très difficiles. Ta vraie responsabilité, c'est la pérennité de l'équipe. Et parfois, malheureusement, pour que l'équipe soit pérenne, il faut pouvoir se dégager d'un membre ou autre chose. Donc il faut du courage, poser ces actes-là. Le deuxième élément pour être inspirant, extrêmement important pour moi, c'est la notion de diversité. C'est vraiment célébrer la diversité. Je pense que la valeur ajoutée, elle provient de la différence. La créativité, elle provient de la différence entre les gens. Tu prends deux gens de couleurs, d'origines différentes, de couleurs différentes, tu les mets ensemble, mais partageant les mêmes valeurs, tu les mets ensemble, tu auras toujours des solutions créatives. L'étranger n'est pas celui qui a un passeport ou une couleur de peau différente, c'est celui qui ne partage pas des valeurs universelles comme respect, ouverture, transparence. Si tu veux être créatif, et on doit être créatif, on doit réinventer le monde, il faut avoir l'amour du métissage. Le troisième élément pour être inspirant, après le courage, le métissage, c'est développer ce que j'appelle un capital affectif. Le fait que les gens ont envie de travailler avec toi et pas pour toi. Et comment est-ce qu'on fait ça? Mais la première des choses pour développer un capital affectif, c'est la notion d'empathie et de compassion. Quand je parle ça devant des directeurs financiers, il va nous parler d'amour. Ben oui, bien sûr. Si tu veux interagir avec les gens, si tu veux gérer les gens, il faut les aimer. Mais ce n'est pas l'éros des Grecs, c'est agapé. Les Grecs avaient 4 mots pour définir ce qu'est amour. Pornéa, l'amour dévorant. Eros, l'amour romantique. Philia, l'amour amical. Et agapé, l'amour du tout, l'amour de la vie. Croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Extrêmement important que les patrons aient ça. Donc empathie et compassion, aimer les gens. Le deuxième volet, c'est probablement le plus difficile pour un dirigeant et pour les hommes, c'est l'humilité. Si tu veux être inspirant, il faut comprendre que si tu as les responsabilités, s'il y a un problème, c'est ta faute, ta responsabilité. S'il y a un succès, c'est grâce à l'équipe. C'est le plus gros enjeu aujourd'hui à tous les niveaux, c'est l'humilité. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui y travaillent, mais c'est en train d'advenir. Un petit chiffre juste avant de finir cette interview que j'ai entendue en conférence, c'est que 65% apparemment des métiers ne sont pas encore créés. Enfin, quand les enfants, tu disais que les enfants à l'école, dis-nous cette phrase.
Eh bien, les études disent qu'avec les ruptures technologiques qui arrivent, ce nouveau monde qui est en train d'émerger, c'est que 65% des métiers qu'occuperont les jeunes enfants aujourd'hui qui ont 10 ans n'existent pas encore. Et donc, de l'urgence de former les enfants très, très différemment, parce qu'ils vont devoir être les bâtisseurs et inventer quelque chose de fondamentalement différent. Donc, on doit, je pense, comme je l'ai expliqué, changer le modèle d'éducation, avoir une approche beaucoup plus globale et revenir à la phrase de Montaigne qui disait « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume ». Il y a un livre que tu as publié, Tout est changé, tout se change J'ai publié... C'est encore d'actualité? Oui, tout à fait. J'ai publié 2 livres, un qui s'appelle « Tomber plus haut », qui est l'histoire de résilience personnelle, et puis tout récemment un autre livre qui s'appelle « Sans plus attendre », qui est une proposition de résilience collective. Alors, je prédis un 3e livre, Tout doit changer, voilà, ça c'est fait, ça vient d'arriver là comme ça en connexion. Oui, bien sûr, qui montre qu'un autre modèle économique est possible, ce que j'appelle une économie régénératrice, une révolution nécessaire de l'enseignement, et puis tout ça passe naturellement par un travail sur la conscience. Merci beaucoup pour cette entrevue. Grand merci Lilou. Et plein de gros bisous à vous, VDIC co-créateurs. Partagez ces petites vidéos, qu'elles se répandent à travers tout le cyberspace, n'est-ce pas? Absolutely. Bye bye, much love.